Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live où on va faire une review de Raw. Alors en regardant mes replays, j'ai pu constater que je n'étais pas assez fort en termes de micro, donc je vais monter un tout petit peu. Là c'est beaucoup. Voilà, monter un tout petit peu la sensibilité de mon micro. A priori, je devrais avoir un volume à peu près correct là. On est toujours toujours sur le perfectionnement de la formule. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est tout à fait heureux et satisfait de l'épisode de Raw qui vient de passer. Je le suis. Je suis assez surpris parce que généralement Raw c'est un peu de la daube et j'appréhendais un peu de faire une review de Raw parce que c'est jamais agréable de parler de quelque chose que t'aimes pour en dire du mal. c'est là que c'est un peu compliqué. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé le show. Il y a du bon et du mauvais. Mais franchement, par rapport à d'habitude, où il y a presque que du mauvais, bah, là, Rose, c'était correct. Correct. Est-ce qu'on a un problème de micro? Est-ce qu'on a un problème de son? Est-ce qu'on a... Alors, on va avoir des problèmes de vidéo, on va avoir des petits drops de vidéo, mais ça, c'est parce que, n'est-ce pas? Voilà. J'ai pas pensé à mettre le chat puisque d'habitude bah, je j'ai pas besoin du chat puisque aujourd'hui c'est Wistouille qui va me faire passer vos questions. Voilà, on a un chat ici. Je le regarderai pas. Ok, s'il y avait un problème, vous me l'auriez signalé. Donc il n'y a pas de problème. Tout va super bien. On va commencer. Je suis en train de travailler je suis en train d'élaborer un système de replay sur Linksoft à base de noms répertoriés pour pas emmerder les gens que le catch n'intéresse pas du tout. Donc voilà, Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez de fermer une fenêtre. Si vous souhaitez l'afficher à nouveau, utilisez le menu afficher doc dans la barre de menu. Merci. Alors, on va passer à Raw parce que bah, on est quand même là pour ça. Je commence à midi 9. C'est pour moi. C'est pour évaluer à peu près le temps que ça prendra. Ce qui est bien le lundi, c'est que le mardi plutôt, c'est qu'on va parler que de Raw. Donc là, voilà, on a 1 heure pour discuter du show. Qui s'est ouvert sur Triple H? Tu sais que c'est la merde quand c'est Triple H qui ouvre le show parce que, comment dirais-je? Alors, Drew McIntyre a été testé positif à la Covid-19. Et du coup, mais je pense que c'est pas le seul. Je pense que c'est pas le seul parce qu'il y a eu beaucoup d'absents bizarres durant cet épisode. Mais voilà, Drew McIntyre s'est confirmé, il a été testé positif. Et normalement, il devait avoir un match contre Randy Orton. Et du coup, bon, ça a dû être un peu panique à bord. Comment est-ce qu'on va régler ce problème? Mais par expérience, la WWE s'en sort le mieux quand elle est au pied du mur. Quand mince, notre plan A ne fonctionne plus. Heureusement, notre plan B était de toute façon meilleur que notre plan A. Là, je pense pas que ce soit le cas. Enfin, remarque, je sais pas, est-ce qu'un match Drew McIntyre contre Randy Orton aurait été vraiment intéressant? En l'occurrence, c'est Triple H qui ouvre le show, qui ne dit rien du tout, qui se fait directement interrompre par Randy Orton. Randy Orton à gauche, Triple H à droite, pour ceux qui ne connaissent pas bien le catch. Randy Orton dit bon bah écoute, si t'es venu, c'est que t'as une bonne nouvelle, et si t'as une bonne nouvelle, c'est que c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que sinon tu serais pas venu, parce que tu sais ce que tu risques. Triple H qui est arrivé en baignant dans les applaudissements de la foule qui n'est pas là, donc en fait il a baigné dans les applaudissements provoqués par la prod qui appuie sur le bouton Triple H, Triple H, Triple H. Mais bon, ça a eu l'air de lui faire plaisir, donc c'est chouette. Et comment? Et Triple H... Alors Triple H lui dit quelque chose que, sur le coup, j'ai trouvé un peu bizarre. Non, que je trouve toujours bizarre. Triple H lui dit ouais, j'ai vu ton travail là cette année et franchement, tu t'en sors très très bien. C'est bien tout ce que t'as fait. Même quand t'as brûlé Bray Wyatt. Ah. Donc c'est canon, il a brûlé quelqu'un et la direction trouve ça super. Ok. Ok. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que la semaine dernière, t'as manqué de respect aux légendes. T'as manqué de respect à Mark Henry. T'as manqué de respect à Shawn Michaels. Shawn Michaels n'était pas dans le show la semaine dernière. Qu'est-ce que tu racontes, Triple H? Triple H qui commence à devenir gâteux. Comme Goldberg, mais Goldberg n'était pas dans le show, donc on va pas en parler. Goldberg a fait une promo, donc on va en parler. Goldberg a fait une promo la semaine dernière et c'était...
C'était moitié n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas pu faire tous les segments qu'ils voulaient, et moitié n'importe quoi parce que c'était n'importe quoi. Mais on va pas en parler, parce que c'est pas le sujet. Bref, donc Triple H dit t'as manqué de respect à Shawn Michaels qui n'était pas là et dont tu n'as pas parlé. Et t'as manqué de respect à Ric Flair. Et ça passe pas. Et t'as Randy Orton qui dit ah ouais, bah si t'as un problème, viens là, on se la met en termes de combat, hein, voilà, parce que c'est pas du tout ce que vous pensez. Triple H lui répond très justement si tu. Enfin, tu vas pas rentrer dans ma tête comme ça parce que je sais très bien que quand quelqu'un te provoque. Quand quelqu'un cherche la pouille, il l'a pas dit comme ça, c'est qu'il veut cette pouille et donc faut pas la lui accorder. Et il va pour sortir du ring. Et je me suis dit, ah, c'est chouette. C'est chouette. Je sais pas où ça va aller, mais c'est chouette que Triple H se laisse pas avoir par Randy Orton. Jusqu'à ce que Randy Orton lui dise dis donc, c'est ta femme qui a gardé tes couilles ou quoi? Triple H revient et met un pain à Randy Orton. Bon, c'est une provoque que Randy Orton avait déjà utilisée mot pour mot, je sais plus quand, avant leur show en Arabie Saoudite, là je sais plus lequel. Et Triple H, ça l'avait fait marrer parce qu'il disait on se connaît depuis plus de 20 ans, tu sais bien que ça va jamais marcher ce genre de truc. Bah apparemment ça marche, ça remarche. Il était peut-être qu'il en voulait à Stéphanie, sa femme, Stéphanie McMahon. Peut-être qu'il en voulait à Stéphanie et du coup c'était pas le moment de l'emmerder avec ça et je ne sais pas. Mais les commentateurs ont mis en avant le fait que Triple H n'avait pas accepté le combat. Du coup, Randy Orton était parti du principe que Triple H avait accepté, mais les commentateurs disaient attendez, crucialement, il n'a pas accepté. Et je me suis dit, ça c'est chouette. Ça c'est chouette parce que je pense que Triple H va trouver un moyen de mettre Randy Orton dans la merde, mais sans accepter le combat. Genre, il va se choisir un champion dans le roster actuel ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup, moi, cette idée de. Pour moi, c'est une très bonne façon de d'utiliser les anciens pour mettre en avant les nouveaux. C'est les anciens acceptent un match, mais choisissent un champion pour se battre pour eux. Je trouve ça très très chouette. Mais là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé, mais on va y revenir. Donc, pour ce segment-là, j'aurais dû tester mes tableaux, mes scènes avant. Ok, ça fonctionne, super. Donc, ça, c'est le tableau. Vous pouvez dire bonjour au tableau. Pour cette scène-là, je lui ai mis un B-. Le B, c'est parce que je pensais vraiment que Triple H n'allait pas du tout s'impliquer physiquement ce soir. Donc 13 pour... Donc vous voyez à droite, quand je dis B-, ça équivaut à 13 en termes chiffrés. Triple H qui est là parce qu'il n'a pas de storyline. Ouais, j'aurais peut-être dû le mettre dans... Parce que vous voyez, ici c'est mes numéros de storyline. C'est pour les retrouver plus facilement. Parce que si je fais par ordre alphabétique, je vais beaucoup plus me balader. Donc je vais ranger Randy Orton avec... enfin Triple H avec Randy Orton. Hop là, 13 pour Randy Orton et 13 pour Triple H. Et je mettrai, je trierai le tableau plus tard. On revient. Ah, fantastique. Ensuite, on a eu... alors, je sais vraiment pas si j'aime bien ou si j'aime pas cette storyline. Je crois que je l'aime bien, mais c'est... alors... Lacey Evans, à gauche, a tenté de séduire le père de Charlotte Flair, Ric Flair, à droite. Ric Flair qui est peut-être le meilleur catcheur de l'histoire du catch américain. Sauf qu'aujourd'hui, il a 60 quelque chose. Mais 60 quelque chose, voilà, 60 quelque chose... c'est un vieil homme. On va dire ça comme ça, c'est un vieil homme. Mais une légende du catch, mais un vieil homme. Et donc, en fait, il y a deux storylines. Et la raison pour laquelle ça tend plutôt vers j'aime bien cette storyline, c'est... Je vous raconte ce qui a eu lieu d'abord. La semaine dernière, Lacey Evans a essayé de séduire Ric Flair et ça a tout désarçonné Ric Flair qui, essayant d'intervenir en faveur de sa fille dans le match, dans le match qui avait lieu, est intervenu en défaveur de Charlotte. Il pensait qu'il allait faire tomber quelqu'un, mais il a fait tomber Charlotte. Et du coup, Charlotte à droite, Lacey Evans à gauche. Et du coup, ça a beaucoup énervé Charlotte qui a perdu le match et qui lui a dit tu fous le camp de mon ring, tu te mêles plus de mes affaires. Bon, ça m'avait un peu intrigué parce que j'avais pas bien compris où est-ce qu'il voulait en venir. Là, cette semaine, c'était beaucoup plus clair. Il devait y avoir un match Charlotte Flair contre Lacey Evans. Ric Flair au début n'était pas là
parce que Charlotte Flair lui avait dit de rester à l'écart et il a respecté sa demande. Mais au milieu du match, il est arrivé avec sa musique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que pendant le match, il joue la musique de Ric Flair pour... Enfin bref. Pendant le match, il arrive. Et alors attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que sans aucune intervention de Lacey Evans, d'abord Charlotte Flair fait le tomber sur Lacey Evans et Ric Flair met la jambe de Lacey sur la première corde. Donc c'est un rope break, donc le tombé ne compte pas. Donc voilà. C'est-à-dire il faut interrompre le tombé. Tu peux pas faire le tomber sur ton adversaire si l'adversaire est au moins en partie dans les cordes. Et ensuite, Ric Flair a fait tomber Charlotte Flair, mais cette fois-ci de façon totalement délibérée. C'était impossible de penser que ça pouvait être une erreur de communication. Et ensuite, il a maintenu les jambes de Charlotte Flair au sol pour pas qu'elle puisse se dégager du tombé Lacey Evans. Donc du coup, Lacey Evans a gagné grâce à l'intervention de Ric Flair. Et on a une storyline où... Bon, globalement, Ric Flair joue à fond la carte du papy pervers. Étant donné le passé de harcèlement sexuel qu'il a derrière lui, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée ni de très bon goût. Mais bon, ils vont vers là. Mais en fait, ce qui marche, c'est deux choses. D'une part, Charlotte Flair est vraiment une excellente catcheuse. La voir catcher, c'est un vrai bonheur. Elle est vraiment très très bonne. Et Lacey Evans, elle n'est pas encore au niveau. Je dirais qu'elle en est assez loin. Elle est bien, mais voilà, elle est bien, quoi. Alors que Charlotte Flair est vraiment excellente, d'après moi. Donc Lacey Evans, elle a bien son personnage, quoi. Elle est insupportable, elle joue à fond la carte de je séduis Ric Flair parce que c'est un homme puissant. Point. Je séduis Ric Flair parce que j'y gagne. Et du coup, elle est calculatrice. Le fait que ça soit la méchante, pour moi, ça fait que ça fonctionne. Par contre, un truc qui fonctionne beaucoup moins bien, c'est après le match, on voit Lacey Evans et Ric Flair partir vers le parking. Une intervieweuse leur demande excusez-moi, j'aimerais quand même vous poser quelques questions parce que voilà. Et Lacey Evans répond seulement je crois qu'il va falloir que je change d'hôtel. J'ai pas du tout envie de penser à ça. Mais j'ai vraiment pas du tout envie de visualiser quoi que ce soit là. Voilà. S'il vous plaît. Laissons ça. S'il vous plaît. Par pitié. J'ai mis un B. J'ai mis un B au match. J'aime bien où ça va. J'aime bien... écoutez, j'aime bien... comment dirais-je c'est une histoire. La division féminine a rarement des histoires. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est l'absence et le fait qu'elle n'ait pas du tout été évoquée. Et d'Asuka et de Peyton Royce, qui sont les partenaires par équipe de l'une et de l'autre, mais surtout Asuka est la championne de Raw. Il faut que je mette 14 en tant que manager à Ric Flair, ici. Voilà. Ah oui, vous voyez pas cette partie-là du tableau. Ici. Hop. Mes colonnes manager, ces colonnes-là. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà. Ces colonnes-là, c'est les colonnes petit rôle, manager, interview en backstage, que je remplis avant le live. Parce que sinon, pour tout ce qui est segment dans les coulisses, parce que sinon ça prend un petit peu de temps et c'est un peu laborieux. Voilà, ça c'est les colonnes segment principal. Match, segment sur le ring, tout ça. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je sais pas où ça va, mais j'ai hâte de voir où ça va. Ah oui, ce qui fait que j'aime bien cette storyline aussi, crucialement, c'est très important. Ce qui fait que j'aime bien cette storyline, c'est que Charlotte Flair, les pions qu'elle joue là-dedans, c'est pas juste elle veut empêcher son papa pervers j'ai pas envie de finir cette phrase. Le truc, c'est vraiment surtout que elle veut plus qu'on fasse référence à elle comme la fille de Ric Flair. Elle a un truc à régler à ce niveau-là et elle veut se distancier le plus possible de Ric Flair. Du coup, ça peut être intéressant à ce niveau-là. C'est une histoire qu'ils ont déjà racontée, mais pas en tant que Charlotte, mais pas avec Charlotte en tant que face, en tant que gentille de l'histoire. En tant que babyface, il y a quelque chose à raconter. Il y a quelque chose à raconter. Il y a une catcheuse qui veut s'émanciper de l'ombre de son père, ombre de laquelle elle s'est
largement émancipé. Ça arrive un peu tard, mais c'est une histoire qui me plaît pour l'instant. Ensuite, donc Sheamus, troisième sur la photo, évidemment. Évidemment, le mec s'appelle Sheamus, évidemment que ça va être le roux blanc comme un cul. Sheamus va voir Keith Lee, dernier sur la photo, enfin quatrième sur la photo, pour lui dire, écoute, après le match de la semaine dernière, après le main event de la semaine dernière, si tu as le respect de McIntyre, tu as mon respect aussi. Je tiens à mettre voilà, toute notre animosité de côté et sache que voilà, je te respecte. Là-dessus, il y a Miz et Morrison qui arrivent. Bon. Ils sont insupportables, comme toujours. Le truc, c'est que je peux pas les trouver complètement insupportables juste parce que John Morrison, je le trouve parfois très drôle. Genre là, Sheamus dit hey, Keith Lee, t'as vu ce film Dumb and Dumber? La WWE, ils sont très très bons pour avoir les dernières bonnes références, les dernières références culturelles, quoi, celles qui sont à la page, celles qui vont parler aux jeunes publics. Sheamus dit à Keith Lee, t'as vu Dumb and Dumber? Keith Lee dit, ah oui, non, bien sûr, mais lequel des deux est Dumber? Et John Morrison, en réfléchissant un peu, c'est lui. Je le trouve, voilà. Il a un très bon timing comique. John Morrison est excellent et il est encore meilleur sur le ring. On le sait. John Morrison et The Miz. John Morrison, c'est le premier sur la photo, le premier à gauche. John Morrison et The Miz provoquent Keith Lee et Sheamus dans un match plus tard dans la soirée. J'avais oublié ça. Bon, j'avais oublié ça parce que j'ai pas du tout envie d'en parler. Jeff Hardy et Elias ont eu une rivalité il y a 2 ou 3 mois, voilà. En ce moment, Elias était en rivalité contre AJ Styles. Mais il y a eu donc un match Jeff Hardy contre Elias avec Jackson Ryker, le charmant personnage que vous voyez derrière Elias et Jackson Ryker, qui a l'air d'être... Non, je vais pas... J'allais parler de lui personnellement, du peu que je sais de lui personnellement, enfin du peu qu'il s'est exprimé en tant que personne sur les réseaux sociaux. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Surtout quand t'as un avis négatif, faut pas le faire. Jeff Hardy donc a fait. D'abord, Elias est arrivé en disant ouais, je vais pas pouvoir me battre parce que je me suis fait une blessure au pouce pendant un enregistrement, donc tu vas affronter Jackson Ryker. Il me dit ah chouette, ils vont mettre Jackson Ryker sur le ring, on va voir un peu ce qu'il vaut. Le match a été très court et Ryker a gagné après une intervention d'Elias en faisant un petit paquet et en retenant le pantalon de Jeff Hardy. C'est un truc que normalement il n'y a pas le droit de faire. Si l'arbitre te chope en train de faire ça, il compte pas le tomber, t'as pas le droit d'utiliser les vêtements de ton adversaire pour faire le tomber. Donc Ryker a gagné de façon nulle. Et voilà, j'ai pas grand chose à développer. Là-dessus, Jeff Hardy fait remarquer à Elias ouais, la seule raison pour laquelle tu veux pas que je te tape, c'est parce que tu sais que Ryker il est meilleur que toi. Là-dessus, Elias fait ah ouais, bah, je vais te taper alors. Il racontait qu'il était blessé, il sait pas, ça n'a aucun sens. Bon, bref. Donc là-dessus, on a Elias contre Jeff Hardy. Avant le match, Elias dit à Jackson Ryker surtout tu n'interviens pas, en insistant sur intervenir, surtout tu n'interviens pas. Jeff Hardy a battu Elias clean alors qu'il venait de se faire battre par Jackson Ryker. Et après le match, Elias a demandé à Ryker mais pourquoi t'es pas intervenu? Tu m'as dit de pas le faire. C'est moins au deuxième match. Bon. Voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai pas beaucoup aimé. Ça va un peu nulle part. C'est un peu laborieux. Bon. Alors, j'ai dit... excusez-moi, donc faut mettre les notes. Donc, D pour Jeff Hardy contre Jackson Ryker. Où êtes-vous, messieurs? Ici. Alors... Ah ouais, non, Jeff Hardy, il est avec... Ah oui, du coup, vu qu'il respecte plus du tout les rivalités, c'est compliqué. Jeff Hardy, il est là. Voilà, et c'est pour ça que je les range par rivalité. Attends, est-ce que j'ai mis Elias et Jackson Ryker avec une rivalité seulement? Oui. Alors, il faut les trouver. Ils sont là. Ah bah non, ils sont...
Non, si, ils sont bons. D'accord, autant pour moi. Je suis bigleux. Donc Jackson Riker avec Elias. Hop. Puis Elias contre Jeff Hardy avec Jackson Riker. Tout ceci est passionnant. Ensuite, nous avons eu... ah bah oui, le fameux match. Donc du coup, Sheamus et Keith Lee contre Miz et Morrison. Pendant tout le match, j'ai eu l'impression que Sheamus était beaucoup trop sympa avec Keith Lee. Je me suis dit, ok, il va le trahir. Il va le trahir. Un peu attendu, un peu dommage. Il pourrait faire en sorte que ça s'étire un petit peu plus dans le temps. Parce que vraiment, il était en mode hey, cette prise-là était vachement bien, vas-y, passe-moi le tag. Ouais, on est copains. Bon, c'était un peu, ouais, on y croit. Mon moment préféré du match a été quand Keith Lee a chargé John Morrison dans le coin, ce qui fait que le coin a sauté. Il y a la troisième corde qui est tombée, enfin qui s'est défaite, quoi. Le coin a sauté, donc du coup la troisième corde était par terre. C'était un peu impressionnant, un peu marrant. Pendant le match, Keith Lee a été incroyable. Tout le match a été construit autour du hot tag de Keith Lee. Le hot tag, c'est quand l'un des deux babyface est à terre, se fait bolosser quoi, par les méchants et par les heels. Et au bout d'un moment, ce babyface parvient à passer le tag à son partenaire. Et là, le public est en délire. Et l'autre, enfin voilà, Keith Lee en l'occurrence, fait le ménage. Massacre tout le monde. Prend The Miz pour le lancer sur... Non, prend John Morrison pour le lancer sur The Miz. Enfin voilà, c'était vraiment un match très très chouette. Un match très très chouette auquel j'ai mis B+. Et à la toute fin, Keith Lee... il célèbre le... Ah non, à la toute fin, Keith Lee allait gagner. Sheamus se passe le tag tout seul, c'est-à-dire il tape il met une tape dans le dos de Keith Lee. Du coup, il rentre sur le ring vu que c'est lui l'homme légal et il fait son brogue kick, donc sa prise de finition sur l'un des deux, je ne sais plus lequel, pour la victoire. Et je me suis dit Keith Lee a pas l'air saoulé et du coup je me suis dit c'est bien. Il y a de la dissension, mais c'est de la dissension très, très bon enfant, très subtile, très... ils vont pas s'affronter maintenant, et ça, c'est chouette. Ils vont garder cette espèce d'histoire sous-jacente pendant un petit moment. Après le match, ils ont célébré tous les deux, tout allait bien, ils étaient tous sourires, enfin, ça faisait plaisir à voir. Ensuite, on a eu... Donc, j'ai dit, pardon, excusez-moi, tableau, hop. Donc j'ai mis B+ au match, donc ça fait B+ à Keith Lee, Sheamus et Miz et Morrison. Keith Lee, Sheamus et Miz et Morrison. Je suis passé sur un truc que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas pris de capture, d'écran. McIntyre a fait une promo de chez lui, donc au téléphone de chez lui, en disant qu'il avait la Covid-19. Je crois que c'est la première fois dans un show hebdomadaire que les gens disent Covid-19 et parce que jusque là c'était à peine les circonstances actuelles. Bon mais là Drew McIntyre non seulement il a dit j'ai été testé positif à la Covid-19, il faut que tous ensemble on fasse un effort, alors respectez la distanciation sociale, mettez un masque, et je me suis dit wow, la WWE parle du truc comme ça. Ok, c'est un peu tard, mais je pensais qu'il le ferait jamais, donc c'est chouette. C'est une bonne chose. C'est chouette. C'est chouette. Je vois mes statistiques, là, je vois qu'une personne s'est abonnée. Je suis désolé, j'ai pas d'annonce, de trucs qui pop quand quelqu'un s'abonne. Donc je ne sais pas qui tu es, mais je te remercie pour ton abonnement. Et vu que tu es tout seul, tu peux te sentir concerné parce qu'il n'y a que toi. Ensuite, nous avons eu... Je vais pas m'éterniser 150 ans. Triple H a accepté le défi de Randy Orton. Vous savez le truc au début là, où je disais crucialement Triple H n'a pas accepté, du coup c'est bien parce qu'il va essayer de la faire à l'envers à Randy Orton. Non, il a accepté. Il a accepté. Donc on va avoir Triple H contre Randy Orton dans le main event en 2021. Je vous laisse imaginer l'état d'excitation dans laquelle j'étais. Triple H contre Randy Orton. Oh là là,
J'ai pas envie. Ensuite, on a eu... eh oui, et ensuite, on est revenu... Alors, première déception, et ensuite, on revient sur le ring. Keith Lee et Sheamus se sont pris la tête hors caméra. Les commentateurs sont là. Mais pourquoi ils se tapent? Pourquoi ils se tapent? Mais je sais pas, vous êtes les commentateurs. Dites-nous pourquoi ils se tapent quand on les a vus. Tout allait très bien. S'il vous plaît, expliquez-nous quelque chose. Mais non, nous n'avons nous n'avons pas d'explication. Nous avons rien. Et donc, on a eu le match. Match qui a été vraiment excellent. Les deux gars ont une super alchimie. C'est vraiment un combat entre un gros gars et un gars encore plus gros. Enfin voilà, c'est un vrai plaisir à regarder. Keith Lee a apparemment décidé que le but du jeu c'était de faire en sorte que le torse de Sheamus devienne rouge vif. Il a tapé dessus avec entrain et avec beaucoup avec beaucoup de dynamisme finalement, avec beaucoup d'énergie. Et le torse de Sheamus était effectivement rouge à la fin. Keith Lee a fini par remporter le match de façon décisive, et ça c'est bien que des fois on ait des gars qui gagnent des matchs de façon décisive. Comment et après le match, et ça a bumpé la note d'un demi-point au-dessus, enfin d'un demi-point d'un plus ou d'un moins, quoi, si vous voulez, au-dessus. D'un dièse, on va appeler ça comme ça me fait monter la note d'un dièse. Après le match, donc avant le match, ils étaient énervés, on savait pas trop pourquoi. Mais globalement, voilà, on imagine, parce que ça aurait été bien de nous le raconter, mais on imagine que Keith Lee a fini par mal prendre le fait que Sheamus lui ait volé la victoire, alors qu'ils étaient en équipe, mais lui ait volé le tombé, quoi, la prise décisive à la fin de leur match. Du coup, les esprits se sont échauffés, et comme ils sont tous les deux un peu sanguins, bah, ça s'est fini en match. Et alors, après le match, Keith Lee allait pour partir du ring, mais il revient, et il propose un fist bump à Sheamus. Et je me suis dit, ah, ça peut être très très cool si jamais Sheamus lui fait un fist bump. Ça veut dire, on a un rapport de respect, mais de respect où il faut pas se chercher quand même. Et Sheamus vire le point de Keith Lee, genre, il n'y a pas de respect entre nous, et il lui fait un câlin. Il le prend dans ses bras. Et je me suis dit, ok, c'est cool. Ok, c'est très très cool. On est d'accord, ok, ils ont une espèce d'amitié fraternelle, d'amitié qui cogne, quoi. D'amitié, d'amitié virile, mais exactement la même que, c'est très con d'appeler ça une amitié virile. Il y a la même amitié entre Drew McIntyre et Sheamus, et je trouve ça, moi je trouve ça bien, et je vais même aller un niveau plus loin. Il n'y a pas beaucoup d'équipes à Raw. J'avoue qu'une équipe Sheamus Keith Lee, moi ça me botte. Il pourrait faire mieux, les deux pourraient faire mieux pour être placés plus haut dans le roster, mais il n'y a pratiquement pas d'équipe. Ils ont besoin d'équipe. Alors ils pourraient utiliser les équipes qu'ils ont déjà, ils pourraient mieux utiliser les équipes qu'ils ont déjà, mais en termes de... Si ça ne devient pas une équipe vraiment établie, si ça ne devient pas juste, ils font plus que ça, si c'est un run temporaire, ça peut être vraiment très très cool d'avoir Sheamus et Keith Lee en équipe. Donc voilà, j'ai dit Keith Lee, parce qu'apparemment... Alors, le tableau, puisque j'ai mis un B+, à ce match également. Un B qui est devenu un B+, grâce à la fin, que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Sheamus et Keith Lee. Ok... Ensuite, on est revenu à Drew McIntyre qui... Parce qu'il a dit qu'il était asymptomatique, mais il dit ça avec les joues rouges gonflées, les larmes aux yeux. Je suis asymptomatique. Ok. Donc McIntyre a adressé le challenge de Goldberg de la semaine dernière, challenge qui n'en était pas un, puisque Goldberg a dit « Je ne suis pas là pour réclamer quoi que ce soit, et je ne suis pas là pour te menacer. Je suis là pour te lancer un défi. Je suis là pour te défier pour le titre de la WWE. » C'est à la fois une menace et une demande. Bref, Goldberg.
j'ai beaucoup aimé la façon dont Drew McIntyre a accepté le challenge de Goldberg. Parce qu'il a dit globalement, au départ... Alors déjà, tu m'as même pas laissé remercier les catcheurs qui étaient là. Tu t'es mis à dire n'importe quoi. Il n'a pas dit comme ça, mais globalement, c'était ça. Tu t'es mis à contredire des trucs qu'apparemment tu penses que je pense. Comment tu sais ce que je pense? Et ensuite, tu m'as défié. J'allais pas accepter. J'allais pas accepter parce que tu as 20 ans de plus que moi. Me défier moi, ça reviendrait à te défier toi, mais au maximum de ta forme. Tu te défierais pas au maximum de ta forme. Et le maximum de la forme de Goldberg, c'est fin des années 90. Où il était excellent. Où vraiment, j'aurais aucun mal à dire de Goldberg. Voilà. C'est quand même malheureux que maintenant, quand je pense Goldberg, je pense show en Arabie Saoudite où ils ont failli s'entretuer avec Undertaker. Je pense le gars qui a destitué Kevin Owens de son statut de main eventer qui méritait en 2016, je crois. Je pense évidemment au gars qui a destitué Bray Wyatt, enfin le Fiend de son statut de superstar, enfin de monstre intouchable. Bref, maintenant je pense que ça de Goldberg, c'est quand même dommage de faire du mal à son héritage à ce point-là. Bref, donc McIntyre a fini par accepter le match de Goldberg en montrant le titre et en disant au Royal Rumble, you're next. Tu es le suivant, ce qui est toujours la catchphrase de Goldberg, mais qui était surtout la catchphrase de Goldberg à la fin des années 90, où il était dans une série d'invincibilité et où ça avait tout son sens, puisque Goldberg arrivait sur le ring, faisait perdre quelqu'un de façon décisive extrêmement vite en moins de 2 minutes, et du coup se relevait et demandait who's next. Voilà, c'est surtout ça la catchphrase de Goldberg d'ailleurs, c'est pas you're next, c'est who's next. Voilà, donc ça c'était, je trouvais ça tout à fait sympa. Beaucoup moins sympa, ça c'était nul. Riddle globalement dit au Lucha House Party, donc Riddle à droite, Lucha House Party à gauche. Riddle dit au Lucha House Party, ouais, quand je vais battre Bobby Lashley, ça sera aussi bon que quand je mange une pizza 3 fromages. Je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais ça revenait à ça. Lucha House Party, ah on comprend pas ce que tu veux dire, t'es en train de dire que t'as faim ou quelque chose comme ça. Riddle dit non, ce que je veux dire c'est que c'est parce que c'est métaphorique, ça va être super bien. Et du coup le Chaos Party dit ouais, tu ferais bien de watch your back, du coup tu ferais bien de surveiller ton dos. On n'a pas de traduction mot à mot de ça. Surveiller tes arrières on dirait, mais c'est pas exactement pareil puisque Riddle ensuite a essayé de regarder son dos physiquement. Comédie en disant c'est pas possible, on peut pas, par-dessus l'épaule, entre les jambes, on peut pas regarder son dos. Et du coup, le Chaos Party dit non, mais écoute, l'important c'est que on pense que tu vas gagner. Je trouvais le segment nul à chier et à la fin, Riddle a dit à la prochaine, bro chachos. Ça m'a fait marrer. Riddle, il est très très bon pour ça. On lui donne des répliques vraiment nulles, mais ça, il arrivera quand même à faire marcher le truc un tout petit peu. Genre, l'année dernière, il a essayé de vendre à MVP une recette de bro nuts, des donuts avec des trucs dedans, j'imagine, pour faire planer, parce que c'est ça la gimmick de Riddle. Et vu qu'il appelle tout le monde bro, MVP a répondu en lui disant écoute, déjà, je suis pas ton bro. Et Riddle, en improvisant, a fait oh. Et c'était super drôle, d'ailleurs, ça a failli faire marrer MVP. Bref, Riddle est très très bon pour ça. Ensuite, on a une promo de T-Bar de Rétribution, qui a dit T-Bar à droite, qui globalement a baragouiné de la merde, genre ouais, Xavier Woods, les ténèbres, botter le cul, bon bah voilà, avec un plan extrêmement serré pour qu'on voit bien qu'il a des nouvelles lentilles, merci, parce que c'est vrai que c'était subtil, comme tout ce que font Rétribution. Alors Rétribution, je suis vraiment très... Rétribution, c'est une faction qui a débuté l'année dernière et globalement leur vocation c'était détruire la WWE. Tout le monde était un peu prudent avec ça, sauf ceux qui trouvaient que c'était nul à chier dès le départ, mais globalement tout le monde disait va falloir qu'ils soient très très bons très très vite parce qu'on a du mal à y croire. Ils ont été à chier partout sur les murs, mais tout le temps, dès le début. Déjà, ils se sont donné des surnoms qui, d'après la plupart des internautes, ne fonctionnent pas. D'après moi, pourraient fonctionner. Même Slapjack, ça pourrait fonctionner. Ils leur ont mis des masques qui, d'après la plupart des internautes, ne fonctionnent absolument pas. Pour moi, ça fonctionne très bien. Ils portent vraiment très très bien leur look. Je veux dire, T-Bar est très impressionnant. Alors certes, il
il fait méchant des Tortues Ninja. Ok. Tous. Ils font tous méchants des Tortues Ninja. Mais ils font de bons méchants des Tortues Ninja. Shredder, je le trouve très cool. Voilà. Voilà. L'idée est lâchée. Plus tard dans l'année dernière, Mustafa Ali s'est révélé comme étant leur leader. Et le truc, c'est que Mustafa Ali est peut-être l'un de mes catcheurs préférés à la WWE sur le roster principal. Il est incroyable. À 205 Live, quand il était au sommet de sa gloire à 205 Live, c'était mon catcheur préféré dans cette émission-là, quand il était en rivalité avec Cedric Alexander et Buddy Murphy. Et pour moi, le petit défaut qu'il avait, c'était que c'était forcément... ça se voyait que c'était un gars bien, ça se voyait que c'était un gentil, et du coup, il était un peu prisonnier dans ce rôle de babyface. Il est devenu heel en devenant le leader de Rétribution. Il fonctionne extrêmement bien en heel. Il a fait une promo à Raw Talk la semaine dernière, donc le show qui passe après Raw, où les catcheurs, globalement, on leur file un micro et ils n'ont pas d'interview scriptée, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il a allumé le show, mais alors, il est très précis, il est très... Et en plus, il reste... Et en plus, tu devines toujours le gars gentil derrière. C'est-à-dire que la semaine dernière, le show, c'était Legends Night. Il y avait plein de vieux catcheurs. Et globalement, Mustafa Ali a dit, voilà, on vient de dédier 3 heures de show à des retraités. À des retraités qui peuvent à peine marcher. Oh, ce manque de respect, c'est pas très gentil, parce qu'il joue son rôle de méchant en plus. Et il dit, pourquoi est-ce que... donc ils ont une expression en anglais, c'est pave the way, donc ils ont d'aller le chemin, c'est ce qu'ils disent pour dire que tu dois le respect à tes anciens, c'est globalement, ils ont préparé le chemin pour que toi tu puisses le prendre. Et Mustafa Ali dit, ils ont pavé le chemin, pourquoi? Quand est-ce qu'on va me laisser marcher sur ce chemin? Il y a plein de catcheurs hyper talentueux qu'on n'a pas vu à Raw cette semaine, alors qu'il y avait 3 heures. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il n'a pas commencé par lui. Il a dit, Drew Gulak n'était pas là, Akira Tozawa n'était pas là. Et ensuite, il s'est rappelé qu'il était méchant, il a dit, moi, les membres de Rétribution, on n'était pas là. Pourquoi? Pour faire la... Bref, Mustafa Ali a fait une promo brillante. Et c'est con, hein, mais Mustafa Ali et Rétribution, c'est les catcheurs que j'ai hâte de voir toutes les semaines, parce que je me dis, quand est-ce qu'ils vont les libérer, ces mecs-là? Quand est-ce qu'ils vont leur laisser aller au maximum de leur potentiel, parce qu'ils sont excellents. Voilà, ça c'est mon avis sur Rétribution. T-Bar contre Xavier Woods, c'était tout à fait quelconque, et oui, Kofi Kingston fait partie des gens qui... Kofi Kingston qui est en équipe Xavier Woods à gauche évidemment. Kofi Kingston fait partie des gens qui étaient bizarrement absents. Je pense qu'il y a eu je pense qu'il y a plus d'une personne qui a chopé la Covid cette semaine à Raw. Et T-Bar a battu Xavier Woods et ça n'avait absolument aucun intérêt puisque à ma connaissance Rétribution et le New Day, donc l'équipe de Xavier Woods et Kofi Kingston, ne sont pas en rivalité, donc on n'a rien, quoi. Enfin, ça va nulle part, ça dit rien, il y a rien qui va où que ce soit et c'est extrêmement frustrant. Donc j'ai mis un C à ce match-là. C, c'est vraiment, c'est marqué à côté. Et, ouais, vous me voyez pas, ça sert à rien que je pointe du doigt. C'est marqué à droite de votre écran. C, ça veut dire bon bah ça a eu lieu. Xavier Woods et T-Bar et T-C, et comme le reste de Rétribution était aux abords du ring, vous avez le droit à une micro-note. Félicitations à vous. Pitié, faites quelque chose de ces gars-là. Ils sont tous excellents. Tous et toutes d'ailleurs, parce qu'il y a Mia Yim dans le lot et Mia Yim est très bonne aussi. Ensuite, nous avons... Est-ce qu'il faut que j'accélère? Ah, peut-être un petit peu. Ensuite, nous avons eu... remarque, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai rien à dire. Nous avons eu... Oui, alors d'abord, il y a Randy Orton qui a dit qu'il était content que Triple H accepte le défi. Ouais... ensuite, alors on a eu Matt Riddle, enfin il s'appelle plus Matt Riddle, il s'appelle Riddle tout court. Riddle contre Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Alors le match a été très intense mais très rapide. Il s'est fini de façon très brutale. Bobby Lashley a mis Riddle dans le Hurt Lock, sa prise de finition, et voilà, et Riddle a abandonné. Bon, mais j'ai quand même mis un B au match parce que le peu qu'il y a eu, j'ai hésité à mettre un B-, mais je me suis dit. En fait, je voulais mettre un B- parce que Riddle aurait peut-être mérité un peu plus de temps, mais en même temps, il y a eu, avant le match, Bobby Lashley a agressé Riddle avant que la sonne de cloche, parce que, bon, bah tant pis. Et du coup, je me suis dit, ça protège quand même vachement Bobby Lashley, et ça, c'est un truc que j'ai tendance à oublier, à pas prendre en compte, parce que Bobby Lashley,
vous le voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être protégé a priori. Sauf que non, Bobby Lashley, ils ont fait beaucoup de mal à son personnage lors de sa première année là, de retour à la WWE. Donc, qui défendent Bobby Lashley, je trouve ça vachement bien. Et en plus, Riddle a été enfin voilà, a vraiment profité du peu de temps qu'il avait pour briller. D'ailleurs, pendant l'agression avant le match, Riddle a dû se mordre la lèvre ou je sais pas quoi, il saignait. Dès qu'il y a du sang, c'est un peu impressionnant le catch. Bref, voilà. Riddle a perdu. Et après le match, il a dit à MVP et Bobby Lashley qui étaient en train de repartir, ouais, MVP, Bobby Lashley m'a peut-être battu, mais toi, tu me battras pas parce que je suis meilleur que toi. Donc c'est la troisième personne qui a 2 matchs ce soir. Hein. Keith Lee et Sheamus se sont affrontés alors qu'ils avaient déjà eu un match en tag. Et Jeff Hardy a affronté Jackson Ryker et Elias. Donc, à mon avis, ils ont manqué pas mal d'effectifs sur ce rôle-là. Donc MVP qui était en costume, et ça c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que d'habitude les gars qui vont avoir un match impromptu, ils viennent dans leur fringue de catch. Que là non, MVP il était en costume, donc il n'y avait aucune raison de croire qu'il allait avoir un match. Donc il va affronter Riddle dans ses fringues en chemise et en pantalon de costume. Le match a pratiquement pas lieu parce que très très tôt, Bobby Lashley essaye d'intervenir, Riddle lui met un coup de pied dans la gueule et du coup Bobby Lashley intervient complètement, fait un spear à Riddle et du coup Riddle a gagné par disqualification puisque Bobby Lashley est intervenu en faveur de MVP. Et après le match, MVP a mis un coup de pied dans les côtes ou dans le foie, je sais pas, de Riddle. Ça, j'ai mis un C parce que j'ai pas bien compris l'intérêt. Ça protège pas spécialement Riddle, ça met pas spécialement Bobby Lashley en avant, ça met pas MVP en avant. J'ai pas compris où il voulait en venir. Mais quand même, c'était chouette. Quand même, c'était chouette et surtout, ça a bien protégé MVP et on a vu Riddle catcher. Et ça, c'est toujours un plaisir. Donc, B pour Riddle contre Bobby Lashley. Je suis perdu dans mon tableau. Oh, ah oui, non, ils sont là. Riddle contre Bobby Lashley. Oui, d'ailleurs, nos champions par équipe, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, n'étaient pas là, alors qu'ils font partie de la faction ils font partie du Hurt Business. Donc, à mon avis, ils sont chez eux. Et je souhaite à tout ce monde-là un prompt rétablissement s'il s'avère qu'effectivement, ils sont malades. Et Riddle contre MVP. Non, j'ai mis un C, ça, pardon. Hop là, avec Lashley sur le côté. Remarque, est-ce que Lashley, je le mets sur le côté parce qu'il est quand même intervenu, il a quand même fait un spear. Je vais le mettre là. Pour moi, c'est une intervention majeure de Bobby Lashley. Ok. Ensuite, alors ça faisait vraiment filler pour le coup. Il y a Drew Gulak à gauche. D'abord, ça a commencé avec AJ Styles à droite qui demande à Adam Pearce s'il peut le mettre dans le Rumble et éventuellement le faire rentrer à la 30e place. Je crois que c'était pour faire écho au fait que Adam Pearce était rentré dans le Gauntlet match à SmackDown. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir le replay de SmackDown qui est disponible sur Twitch. Le replay de ma review de SmackDown qui est disponible sur Twitch. Je crois qu'Adam Pearce lui accorde l'entrée dans le Rumble, mais pas la 30e place. Là-dessus, Drew Gulak arrive et dit moi aussi, je veux rentrer dans le Rumble, s'il vous plaît. Adam Pearce lui dit là, par contre, je peux pas. Du coup, on lui demande pourquoi. Et AJ Styles fait remarquer que lui, c'est un ancien double champion de la WWE, alors que Drew Gulak n'est rien. Drew Gulak qui est, je vous le rappelle, hop là, tableau. Drew Gulak qui est toujours onglet champion ici. Drew Gulak qui est toujours le meilleur champion cruiserweight de 2019. Invaincu depuis, c'est-à-dire que personne n'a fait mieux depuis. Santos Escobar est en passe de faire mieux. Mais on saura le score de Santos Escobar à la fin de son règne. Donc pour l'instant, Drew Gulak est le meilleur champion cruiserweight de ces 2 dernières années. C'est lui donc qui ne fait rien, semble-t-il.
C'est très frustrant qu'ils prennent pas en compte tout au Five Live, ça me gave un petit peu. Et du coup, Adam Pearce dit bah, tu sais quoi, Drogulak, si tu arrives à battre AJ Styles, tu auras ta place dans le Rumble. Du coup, je me suis dit, ah, c'est sympa parce que du coup, Drogulak va gagner contre AJ Styles, peut-être de façon un peu hasardeuse, mais. Ah, pardon, hop, je pensais que j'avais une miniature pour le match, mais non, j'en ai pas. Donc voilà, le match a eu lieu, Gulak contre AJ Styles. Je me suis dit, bon, ton Gulak va gagner en faisant le tomber, mais pas de façon très clean, quelque chose comme ça. Non, AJ Styles a gagné. Donc Drew Gulak n'est pas dans le Rumble. Euh, c'est ce qui s'appelle ne servir à rien. Hein, là, pour le coup, c'est vraiment une perte de temps fantastique. J'ai mis C+, au match. Pourquoi j'ai mis un plus? Parce que ça fait du bien de voir Gulak catcher. C'est un des meilleurs techniciens de EDF. C'est un des meilleurs catcheurs techniques de la WWE. Donc c'est sûr que voilà, c'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien de le voir catcher. Ça aurait été sympa que... C'est aussi pour ça que je pense qu'il y en a qui sont malades. C'est s'ils laissent un match à Drew Gulak, c'est que doit pas y avoir grand monde... Parce que généralement, ils en ont un peu rien à foutre de Drew Gulak. Donc 12 pour Drew Gulak et 12 pour AJ Styles. Et comme Omos était à côté à regarder, ils aiment bien faire des contre-plongées sur Omos. Parce que c'est quelqu'un qui est très grand. Et c'est à peu près tout. Hop là. Ensuite, dans un petit segment que j'ai beaucoup aimé, parce que ça veut dire qu'ils ont pensé à ce à quoi j'ai pensé et qu'ils l'ont pas fait. Keith Lee a dit à Triple H, je sais que c'est personnel pour toi, mais si jamais tu le sens pas, je peux y aller à ta place. Tu as toujours été là pour moi, donc je peux être là pour toi. Et Triple H dit non, c'est personnel, il faut que je le fasse. Donc du coup, Keith Lee comprend, ils se font un bump, c'est sympa, c'est mignon. Et Triple H met sa veste en cuir de motard des années 80. J'adore Triple H. Triple H, c'est le papa de tous les papas. Ensuite, on a eu un match Nia Jax et Shayna Baszler contre Dana Brooke et Mandy Rose. Dans l'ordre sur les images, Dana Brooke, Mandy Rose, Shayna Baszler, Nia Jax. Elles se sont déjà affrontées. À chaque fois, Jax et Baszler gagnent. Jax et Baszler ont gagné. Il y a eu une petite envolée chevaleresque de Mandy Rose qui en a mis plein la gueule à Shayna Baszler. Mais aucun intérêt. Alors, ce qui s'appelle aucun intérêt, c'est-à-dire qu'on a déjà eu le match, on a déjà eu des gagnantes. Il n'y a même pas de ceinture en jeu, parce que quand il y avait eu le match, je crois que la ceinture était en jeu, ou je crois que Jax et Baszler étaient championnes. Bref, on est sur du rien, quoi, là. On est on est sur la façon dont AEW boucle leur division féminine. C'est-à-dire, c'est juste avant le main event, envoyer les catcheuses, comme ça, c'est la pause pipi, et les gens reviennent pour voir le main event. Ça fait vraiment ça à AEW. C'est moins ça à la WWE, c'est même pas ça à la WWE, puisqu'ils ont eu un segment avec la division féminine plus tôt dans la soirée. Mais là, ça faisait vraiment ça. Ça faisait vraiment, on n'a rien, envoyer Jax Baszler, Brooke et Rose pour qu'elles fassent quelque chose. Sauf que à la toute fin, il y a eu un début d'histoire. Nia Jax allait gagner, Shayna Baszler s'est invitée toute seule dans le match et a apporté sa prise de soumission sur Mandy Rose. Et du coup, il y a un début de dissension et ils s'en sont servis pour rappeler qu'au Royal Rumble, c'est chacun pour soi et chacune pour soi. Donc du coup, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un... Voilà, il rappelle que c'est une équipe qui est potentiellement fragile. Je vois que vous êtes 100, c'est chouette. C'est chouette et c'est un peu inespéré. Parce que à chaque fois, je me dis, je vais faire ces lives-là, il y aura peut-être 50 personnes. Merci. Merci de me regarder, merci de nous rejoindre, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, Jax et Baszler ont gagné, mais il y a peut-être un petit peu de dissension. Avant le match, c'était naze. Dana Brooke et Mandy Rose ont fait une petite promo où elles ont annoncé leur participation au Rumble féminin, mais à l'unisson dans un texte qui faisait très répété, qui faisait très... C'était nul, quoi. C'était nul. Elles sont... Je sais pas si elles sont pas bonnes au micro ou si elles sont pas bonnes à faire en sorte que ce qu'on leur donne à dire, ça soit pas trop mauvais. Ça fait artificiel, quoi. Je crois pas une seule seconde qu'elles sont amies, les deux. Mais pas une seule seconde. Parce qu'elles sont censées être copines, elles rigolent ensemble. Enfin, moi, ça m'a gavé. Voilà. Donc, j'ai mis un C- à cette daube.
un peu frustrant, et en même temps, il leur propose pas grand-chose d'autre à faire, donc est-ce que c'est pas mieux que rien? On en est à ce genre de questions. Est-ce que rien ce serait mieux que ça, ou quand même pas? Bref. Et enfin, nous avons le main event. Le main event de Randy Orton contre Triple H, qui n'était pas vraiment un match, finalement. Et du coup, ça a été un peu rassurant, mais pas trop quand même. Mais quand même un peu. Donc, ça a commencé de façon tout à fait standard. Euh, Triple H a joué le jeu, il est arrivé en costume le matin, il n'était pas prêt à catcher, du coup il a catché en jogging et t-shirt, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, il n'avait pas ses affaires de catch sur lui parce qu'il a été pris au dépourvu, donc ça c'est bien. J'insiste dessus parce que moi c'est vraiment un truc qui me gave quand Charlotte Flair elle arrive avec son énorme robe de chambre, enfin son énorme peignoir, son énorme truc qu'elle avait pour rentrer sur le ring, et en fringue de catch en dessous pour un segment où elle est interviewée. Je me dis, et après, pendant l'interview, ah ouais, mais je te défie, Charlotte Flair. Oh, tu défies Charlotte Flair? Bref. Donc le match est vraiment très très court. Ils ont même pas pris la peine de dire que c'était sans disqualification. Ils sont partis du principe que, allez, vous savez que c'est pas vraiment un match. Allez. Triple H est allé chercher sa masse sous le ring. Mais bon, ok. Alors la masse, Triple H, la masse c'est son arme de prédilection, c'est une arme qui lui a permis de gagner un nombre incalculable de matchs. C'est voilà, la masse est à Triple H ce que les aïe, j'aurais pas dû prendre cet exemple-là. Ce que les nunchaku, voilà, sont à Michelangelo. Parce que j'allais prendre Leonardo, mais Leonardo c'est pas des katanas qu'il a, c'est un autre sabre dont j'ai oublié le nom. Des ninjaku, je crois, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Bref, bon, on s'en fout complètement des tortues ninja. Qu'est-ce que tu fais? Triple H va chercher sa masse, monte sur le ring, et là, les lumières commencent à s'éteindre. Ce qui est le signe, évidemment, de l'arrivée du Fiend. La personne que, le monstre plutôt, l'entité que Randy Orton a brûlé à TLC. Je m'en suis rappelé. Donc je me dis, c'est un peu cool. C'est un peu cool, mais en même temps, ça peut être un peu nul. Parce que la dernière fois, ils ont pas bien géré l'intervention de The Fiend, qui était en fait une intervention d'Alexa Bliss, qui s'est mis de l'essence sur la tête en disant à Randy Orton, vas-y, tu me brûles. Vas-y, t'as brûlé mon meilleur copain, donc tu me brûles aussi. Et Randy Orton qu'est-ce que c'était con, ça. Randy Orton c'était la fin du show. Les lumières se sont éteintes, donc façon arrivée du Fiend. Et Randy Orton a craqué une allumette, et le show s'est terminé là-dessus. Et je me suis dit, ce genre de cliffhanger, ça marche très très bien dans une série. Là, il est admis que la temporalité de la WWE, c'est la temporalité du monde réel. Si Randy Orton a brûlé Alexa Bliss, on va le savoir, si tu veux. On va se renseigner sur www.com, on va prendre des news. Bref, c'était extrêmement mal fait. Et d'autant plus que Randy Orton, donc la semaine dernière, ça faisait partie de ce show de merde là de la semaine dernière, Randy Orton a dit en interview, ouais, en fait je l'ai pas fait, donc merci pour la résolution, c'est vraiment génial. Dans une interview, donc ouais, donc je l'ai pas fait, mais je sais pourquoi je l'ai pas fait. Parce que j'ai affronté The Fiend, et en fait ce qu'ils disent c'est que The Fiend, quand tu l'affrontes, eh ben, quelque part à l'intérieur tu changes. C'était vrai pendant un moment parce que y avait un espèce de... En fait, The Fiend était tellement apprécié que tous les catcheurs qui l'affrontaient devenaient heel par la suite. C'est-à-dire que Seth Rollins a affronté The Fiend et il est devenu le Messie du lundi soir, le Monday Night Messiah. Finn Balor a affronté le Fiend et il est retourné à NXT où il a repris son personnage du prince Finn Balor. Bref, il y avait cette espèce de trait commun que quand tu affrontes le Fiend, tu changes. Et c'était un clin d'œil au fait que après avoir affronté le Fiend, les catcheurs faisaient un turn. Si c'était des heels, ils devenaient face. Si c'était des face, ils devenaient heel. Donc voilà, je me suis dit, c'est curieux qui parle de ça dans le show parce que c'est un peu un truc de fan, quoi, si vous voulez. C'est pas un truc qui se dit, quoi. C'est pas un truc qui est officiel. Et du coup, Randy Orton a dit, ouais, parce que le Fiend, ça m'a changé. Et du coup, j'étais plus aussi cruel et aussi sans pitié qu'avant. Et c'est pour ça que j'ai pas brûlé Alexa Bliss. Parce que j'ai fait preuve de compassion. Mais du coup, cette compassion que j'ai éprouvée envers Alexa Bliss, eh ben, ça a réveillé une vraie haine que j'ai eue envers moi-même. Mais du coup, cette haine, je me dis, si je la tourne vers quelqu'un d'autre, eh ben, là, je peux faire beaucoup de dégâts.
Je me suis dit, putain, c'est hyper alambiqué, c'est hyper à chier, quoi. Genre, le gars, il est devenu gentil, ça l'a énervé, du coup, enfin, il est devenu gentil parce qu'il a pas brûlé quelqu'un. Du coup, il est devenu agressif envers lui-même, ça va servir de cette agressivité pour la diriger contre quelqu'un d'autre. Donc c'est un gentil qui s'en veut d'être gentil, du coup il est méchant. Voilà. Et donc, alors pourquoi je vous parle de ça ouais, donc Randy Orton... voilà. Et donc Randy Orton n'a pas brûlé Alexa Bliss. Bon, je vous parle de ça parce que j'imagine que j'avais envie de vous en parler. Bon. Pendant que la lumière s'éteint, la masse de Triple H s'enflamme. Là, je me suis dit, c'est un peu cool. Là, je me suis dit, c'est un peu cool parce que le feu, ça fait un peu partie du coup de toute l'histoire entre The Fiend et Randy Orton depuis très longtemps. Parce que Bray Wyatt et Randy Orton ont eu une rivalité en 2017, début 2017, où Randy Orton a fini par, très schématiquement, a fini par brûler la maison de Bray Wyatt. C'est pas aussi simple que ça, mais globalement, voilà. Et donc, à TLC en décembre, Randy Orton a cramé directement Bray Wyatt. Enfin, directement le Fiend, qui est donc l'alter ego de Bray Wyatt. J'essaie d'être clair pour les gens qui suivent pas, mais je pense que pour les gens qui suivent pas, je suis absolument pas clair, et pour les gens qui suivent, je suis un peu laborieux. C'est un nouveau format, je découvre, c'est difficile. Bref. La masse de Triple H prend feu. La lumière s'éteint complètement, donc la masse devient... Enfin, tout disparaît, tout devient noir, écran noir. Et la lumière revient, et là, ils ont cette espèce de truc que j'aime bien, mais qui font pas super bien, que j'aime beaucoup, qui est Randy Orton se retrouve dans une espèce de dimension parallèle, où il n'y a plus les écrans du Thunderdome, il n'y a plus de lumière, il n'y a que un spot rose sur le ring, et ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment autre univers, c'est vraiment ce qui se passe dans cet univers-là, n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Et Triple H a disparu. Randy Orton est seul sur le ring. Est-il seul sur le ring? Alexa Bliss apparaît. Et là, je me dis, ah, c'est un peu cool. C'est un peu cool parce que peut-être qu'elle lui en veut de ne pas l'avoir brûlé, ou peut-être... C'est hyper... Voilà, c'est hyper... je vais pas dire complexe, mais il y a plusieurs couches, quoi. Il y a plusieurs histoires qu'ils peuvent raconter. Que pense Alexa Bliss? Que pense le Fiend? Est-ce que le Fiend est mort du fait d'être brûlé? Est-ce que... Où est passé Triple H? C'est une question toute con, mais voilà. Et j'ai hâte de voir... Voilà, là, j'avais hâte de voir où ça allait aller. Allez! Alexa Bliss a tiré une boule de feu sur Randy Orton. Le show s'est terminé avec Randy Orton qui est... Ah, mes yeux! D'où le titre de ce live, d'ailleurs. J'avoue que j'ai mis un C à ce main event. Et c'est pas le C, j'en pense rien, c'est le C... Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? C'est le C... Il y a beaucoup d'éléments que j'aime bien, et beaucoup d'éléments qui me laissent très dubitatif. Hop là, pardon. Ah oui, non, c'est plus bas. Randy Orton, Alexa Bliss et Triple H. C'est vraiment le C... j'aime bien cet aspect surnaturel. Faut qu'il se décide. Faut qu'il se décide. D'accord. Donc, Alexa Bliss a des pouvoirs surnaturels. Ok. Est-ce que ce qui blesse Randy Orton dans cette espèce de dimension parallèle le blesse pour de vrai? Il y a beaucoup de questions en suspens qui peuvent rendre le truc. C'est intéressant. Et en même temps, c'est un peu cheap. Parce que le coup des boules de feu, c'est pas un truc qui est nouveau dans le catch. Il y a déjà eu des cas de boules de feu. Notamment un cas très célèbre où Hulk Hogan s'est merdé en lançant une boule de feu à la WCW. Je ne sais plus. Je crois que c'est la WCW. Ou c'est peut-être à TNA, je ne sais plus. Enfin voilà, Hulk Hogan s'est brûlé lui-même en essayant de lancer une boule de feu. Enfin, voilà. Donc c'est pas nouveau. Mais là, pour le coup, c'est original. Le feu rentre dans cette histoire. Alexa Bliss a des pouvoirs surnaturels. Il y a cette espèce de côté Randy Orton est vraiment hanté par le Fiend et l'histoire ne s'arrêtera que quand le Fiend aura brûlé Randy Orton, quoi, quand le Fiend en aura fini avec Randy Orton. Mais en même temps, je sais pas ce que je regarde et je sais pas si je fais très confiance à la WWE pour me raconter cette histoire d'une façon qui va me satisfaire à la fin.
Donc C, quoi. Il y a du B, il y a du D. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir vos questions. Mais avant de passer à vos questions, je vais attribuer les points du show. Parce que, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, si c'est votre premier live, auquel cas, bienvenue. J'attribue des points bonus pour chaque show, puis ensuite par semaine. En l'occurrence, il me semble que la personne qui s'est le plus démarqué en bien, je vais dire, ou qui m'a rendu le plus curieux de savoir où est-ce qu'il va aller par la suite, c'est Kifli, F-G-H-I-J-K, c'est Kifli. Ah oui, pardon, la semaine 2. Ah bah Kifli qui était déjà... Alors là, ce que je fais en général, c'est que quand il y a quelqu'un qui est déjà premier du mois, premier du show, un show, je compte aussi le deuxième. En l'occurrence, le deuxième, c'est Sheamus. Parce que je ne vais pas mettre de points à Randy Orton ou Alexa Bliss parce que je ne sais pas où ça va. Et quand je ne sais pas où ça va, je reste prudent. C'est la WWE, vaut mieux être prudent. Et j'ai mis un point à Bobby Lashley parce que je trouve qu'il a été vraiment très très bien protégé dans son match contre Riddle. Voilà. Et avant de se dire au revoir, nous allons passer à vos questions qui ont été amoureusement glanées par... J'aurais pas dû commencer si je ne savais pas, si j'avais oublié le pseudo de la personne en question. Wistouille. C'est Wistouille qui a récupéré vos questions. Et en l'occurrence, nous avons vraiment très très peu de questions, donc c'est chouette, n'hésitez pas à poser des questions. Je dis c'est chouette parce que je suis un peu en retard sur mon planning. D'abord, nous avons les questions concernant Raw directement. Elinolo Gomez, qui me pose la plupart des questions de ces lives, me demande: est-ce qu'à ton avis, Rétribution existera encore d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'une dissolution totale du New Day, Kofi, comment t'as écrit Kofi? Il a écrit Kofi K-O-2-F-Y, c'est K-O-F-I. Kofi et Xavier se séparent, est pour toi possible? Est-ce qu'une dissolution totale du New Day est possible? Genre, on a fait notre temps, le New Day ça a été 6, je crois, belles années, maintenant Xavier, tu mérites une carrière solo, etc. Donc il y a deux questions dans cette question. Est-ce que je pense que Rétribution existera encore d'ici la fin de l'année? Non seulement j'espère qu'ils existera, mais en plus j'espère qu'ils auront trouvé la façon de les booker pour qu'ils passent pas pour de gros charlots. Voilà. J'espère qu'ils vont... Oui. Écoute, j'espère. Maintenant, c'est pas ta question. La question, c'est pas est-ce que tu espères que Rétribution existera encore d'ici la fin de l'année? J'en doute. Mais je doutais déjà du fait qu'ils allaient atteindre 2021, donc... C'est juste qu'ils donnent tellement l'impression d'avoir rien à leur proposer que voilà, j'ai aucune raison d'être optimiste et du coup je le suis pas. Mais ils sont tous tellement bons. Mustafa Ali en premier, que j'espère qu'ils trouveront. Quant au New Day, je pense pas qu'ils aient besoin de se dissoudre pour que Xavier Woods ait une carrière solo. Donc non, je pense pas. Enfin, ta question c'est: est-ce qu'une dissolution totale du New Day est pour toi possible? Oui, ils sont en équipe, ils peuvent... oui. Maintenant, d'une part, je pense pas que ce soit une bonne idée, et d'autre part, je pense pas que Vince McMahon pense que ce soit une bonne idée. Je pense déjà pas que c'était une très bonne idée de les séparer de Big E. Donc non, je pense que ça se fera pas. Et ensuite, nous avons des questions concernant le catch en général, notamment Dice the Crusader qui me demande: salut Lynx, j'aimerais connaître ton avis sur des éléments surnaturels dans le catch pour savoir si ton avis diverge de celui de Stury. Je ne sais pas du tout quel est l'avis de Stury à ce sujet-là. Stury que je tiens à remercier très vivement parce que ma femme joue beaucoup à The Witcher en ce moment et que j'ai mis un sou sur le gros chien dans la tête depuis peut-être une semaine. Pour gagner le Rumble. Ça, c'est gavant, c'est très gavant, c'est vraiment très 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 gavant. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je pense des éléments surnaturels? Concernant les éléments surnaturels, il y a vraiment deux écoles et deux écoles que je peux entendre. C'est-à-dire, il y a ceux qui pensent que le catch devrait être plus ancré dans la réalité parce que l'époque où tu pouvais croiser un vampire, voilà, l'époque de l'Undertaker, l'époque de Kane qui déchaîne les flammes des enfers quand il arrive sur le ring, l'époque où tous les personnages avaient un autre métier qui était leur personnage et il se trouve qu'ils étaient aussi catcheurs. Genre, il y avait un militaire, il y avait un flic, il y avait quoi que soit le Funkosaurus.
Euh, euh, pour ma part, je suis en partie d'accord parce que effectivement, le surnaturel jure un peu avec cette nouvelle ambiance du catch, mais c'était pratiquement ce que je préférais quand j'ai découvert le catch quand j'étais gosse. Mon personnage préféré, c'était Kane. De loin. J'aimais bien Undertaker aussi, mais bon, quand j'ai découvert le catch, Undertaker était dans sa période American Badass, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout un mort-vivant, c'était un biker, quoi. Il arrivait sur le ring en Harley Davidson, donc c'était pas, voilà, c'était pas le même délire. Wistouille, est-ce que tu peux supprimer les questions auxquelles j'ai déjà répondu, s'il te plaît, parce que sinon je vais me perdre. Ce serait gentil, merci beaucoup. Donc, je pense que ça peut avoir sa place si c'est bien fait. Je pense que le catch, tout le monde sait que c'est faux, donc on peut jouer avec ça. On peut jouer avec cette, on peut jouer avec le surnaturel. D'autant que voilà, le Firefly Funhouse l'année dernière a été mon match préféré de l'année de très loin. Même si c'était pas vraiment un match, même si c'était tout ce que le catch est. Une histoire épique, avec des enjeux, avec d'énormes enjeux. Bref, pour moi, non seulement le surnaturel a sa place, mais en plus, il faut qu'il la trouve parce il peut vraiment faire partie du truc. Et le catch est grandi quand c'est bien fait. Cette semaine, Alexa Bliss qui lance une boule de feu, c'est un exemple de pas très bien fait. Voilà, mais le Firefly Funhouse match l'année dernière à WrestleMania, c'est un exemple de très bonne utilisation du surnaturel. J'ai eu une question concernant Raw, donc je vais revenir dans les questions concernant Raw, mais je prends plus de questions à partir de maintenant. Donc parce que sinon le show s'arrête, enfin le show. Bienvenue dans le show, le live s'arrête jamais. Cleverfield me demande pour l'histoire Evans Charlotte, est-ce que ça ne fait pas réchauffer Banks Charlotte avec Rick qui ne choisit pas sa fille patati patata? Si, sans doute, mais j'ai repris le catch en 2017, donc j'étais pas là. Donc, et un détail vraiment crucial, Charlotte est face cette fois-ci. Donc Charlotte, remarque, est-ce qu'elle était face déjà à l'époque? C'est possible aussi, mais je suivais pas le catch à l'époque. Donc peut-être que c'est du réchauffé. D'autant que pour moi, Charlotte Flair a largement dépassé le nom de son père aujourd'hui. Dans l'histoire du catch, l'avenir nous le dira, mais j'aurais tendance à penser que Charlotte Flair a même dépassé le nom de son... Tu vas te calmer, oui. Charlotte Flair a largement dépassé le nom de son père, même en général. Je pense que Charlotte Flair a plus fait pour le catch que son père. Pour la simple raison que Charlotte Flair a eu une montagne à gravir que Ric Flair n'a jamais eu, c'est le fait d'être une femme. Voilà, on va pas rentrer dans ce débat. Ling the Sun, la gauchiste. On va pas rentrer dans ce débat, mais voilà, c'est mon avis sur la question. Maintenant, est-ce que ça fait réchauffer? Peut-être, mais j'étais pas là, donc je peux pas avoir ce ressenti-là. Je comprends que certaines personnes l'aient. Elidolo Gomez dans la catégorie concernant le catch en général me demande, est-il pour toi possible que Rhea Ripley... Faites gaffe à comment vous posez vos questions parce que là je vais te répondre oui. Allons-y. Est-il pour toi possible que Rhea Ripley fasse son arrivée sur le main roster en gagnant le Rumble pour aller affronter Charlotte, qui aurait évidemment repris le titre à Asuka? On ne sait pas parce que MDR c'est Charlotte. Est-ce que tu peux être plus concis dans tes questions, Elidolo Gomez, s'il te plaît? Pour quelle est sa revanche de l'année dernière? Parce que perso, je veux la revanche Charlotte contre Ripley. On veut tous la revanche Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier Asuka dans ce schéma? Asuka fait tellement second rôle de Charlotte, fait vraiment voilà, marionnette de Charlotte. C'est pas marionnette le mot que je cherche, mais second rôle quoi. Elle fait personnage secondaire de l'histoire de Charlotte. Que pourquoi pas, je trouverais ça dommage. Je préférais qu'il push Asuka mieux. Je préférais qu'il y ait un match Asuka contre Charlotte Flair à Fastlane, que Asuka gagne. Et que voilà, et que le match, la revanche Rhea Ripley contre Charlotte se passe et du titre d'Euro et du Rumble. Maintenant, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que je pense que ça va arriver? Non. Est-ce que j'aimerais que ça arrive? Rhea Ripley qui gagne le Rumble, moi ça me plairait bien, mais du coup ce sera pour affronter quelqu'un d'autre à WrestleMania. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question d'une façon générale. Ripley qui gagne le Rumble, oui. Pour aller affronter Charlotte Flair, pourquoi pas? Ce serait dommage qu'Asuka perde le titre. Je préférerais que Rhea Ripley gagne le Rumble et aille affronter Asuka, tu vois. Il y a moins d'histoire, mais
On peut arguer que Rhea Ripley a sa revanche à prendre contre une championne, et après rentrer dans un programme Rhea Ripley contre Charlotte Flair, peut-être. Peut-être. Je suis pas très satisfait de ça non plus. Rhea Ripley contre Sasha Banks. Rhea Ripley contre Sasha Banks. Ça peut être très très cool ça. Et sauver Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour une autre année. Voilà. C'est ce que j'en pense. Ensuite, toujours Ali Delo Gomez qui adore me poser des questions. Le jour où il va pas être sur un live, on n'aura pas de questions. Arrête de me parler. Est-ce que pour toi les champions secondaires actuels, Biggie et Lashley auront à WrestleMania champion? Donc seront champions à WrestleMania? Oui. Oui, parce que ça vaut pas le coup de changer des champions maintenant. Surtout que aucun des deux n'est vraiment dans une rivalité où il est en danger. Donc je pense pas que ça vaille le coup. Est-ce que Riddle aura est-ce que Riddle aura un jour l'occasion au moins de toucher un titre secondaire dans l'année? Dans l'année? Oui. Ah oui, non, ça c'est sûr. Riddle, je pense, ne battra pas Lashley. Parce que là, ils ont bien établi que Lashley était meilleur que Riddle. Donc, je pense qu'il faut que quelqu'un d'autre batte Lashley et que Riddle batte quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et je pense que ça va avoir lieu. Je pense que ça va avoir lieu. Et enfin, est-ce qu'il s'appelle Snoopy? Non, Noopy. Noopy 92. Noopy 92 demande pour 2021, tu as des attentes pour un lutteur en particulier? Ah, lutteur, nous avons un Québécois. Non, parce que à la WWE, j'ai appris qu'il faut arrêter d'avoir des espoirs. Dit le mec qui a fond derrière Mustafa Ali. Mais voilà, mes espoirs à la WWE, c'est pitié que Goldberg soit pas champion. Mais dans les espoirs un peu délirants, il y a ça, il y a Mustafa Ali, champion de la WWE. Moi, c'est l'histoire que j'ai envie de voir. C'est l'histoire qui me fait rêver, parce que le gars, il veut détruire la WWE, donc si tu lui donnes tout le pouvoir, imaginez Rétribution avec tous les titres. Imaginez, mais en plus, ça irait tellement bien. Mustafa Ali, champion de la WWE, avec Ricochet dans son coin. Ricochet qui est brillant et qui fait rien aussi. T-Bar, champion des États-Unis. Donc c'est Dominique Dijakovic, bordel de merde, il est génial. Slapjack et Mace, champion par équipe. Reckoning, donc Mia Yim, championne d'Euro. Imaginez quoi. Toutes ces personnes sont brillantes. Tous ces catcheurs sont brillants. Ce serait fantastique. Ça n'arrivera jamais. Ils n'auront jamais le moindre titre. Ils vont mourir dans la souffrance et la douleur. C'est la même chose. Dans l'oubli, c'est ça que je voulais dire. Et tout le monde sera content et un peu dégoûté qu'ils ne soient plus là. Voilà. Donc je m'autorise pas trop à espérer. Je m'autorise à rêver. Je m'autorise à imaginer des trucs dont je sais qu'ils n'auront jamais lieu. Voilà, ça va être tout pour ce live. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre le Discord de Link the Sun, parce que très prochainement, je vais mettre à votre disposition une playlist YouTube où vous pourrez voir les replays de ces lives qui seront disponibles en non répertorié sur Links Off, pour éviter de spammer les gens que le catch n'intéresse pas de contenu sur Links Off. Donc ça ne sera pas en répertorié. Faudra aller chercher les épisodes activement. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Écoutez, c'est un service que je propose de toute façon, parce que vraiment c'est pour que ce soit plus simple, étant donné que les replays sont déjà disponibles sur Twitch. Donc c'est une façon plus simple que... Vous êtes 128, pourquoi vous êtes plus nombreux quand c'est fini? C'est vraiment très curieux cette histoire. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On se donne rendez-vous jeudi pour la review de NXT et Dynamite, donc la deuxième partie de New York Smash à Dynamite. J'ai vraiment hâte, parce qu'en ce moment il lâche les chevaux à Dynamite. Je sais pas, on va révolutionner le catch toutes les 2 semaines. Allez, on peut donc on le fait. Allez, c'est pour vous. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, et j'ai hâte de voir NXT évidemment, parce que c'est mon show préféré toutes les semaines. Merci à tous pour votre attention, et à jeudi. Bon appétit à ceux qui mangent, j'ai faim. Bisous tout le monde. Je cherche mon écran de fin, il est où? Il est là. Au revoir tout le monde. Au revoir.